Bonjour Monsieur Cléqui, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre interview. On va commencer rapidement par une petite présentation de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait et comment vous êtes arrivé directeur de recherche au CNRS? Eh bien, j'ai commencé par faire des études de gestion dans une grande école de gestion. Et dans ces études, ce qui m'intéressait le plus, c'était les questions d'économie plutôt que de gestion. Et en particulier, j'étais l'élève d'un professeur qui s'appelle Ignacy Sachs, qui est en quelque sorte l'inventeur des premiers concepts du développement durable. Il n'appelait pas ça le développement durable à l'époque, il appelait ça l'éco-développement. Mais il y avait dans ses réflexions, je dirais, l'ensemble des notions et des concepts qui ont été ensuite incorporés dans les principes du développement durable. Et donc, à l'issue de ces études, j'ai préparé une thèse, et c'est à cette occasion que je suis venu à Grenoble, en 75, donc ça remonte très très loin, au dernier quart du siècle précédent. Et c'était une thèse, le CNRS à l'époque commençait à s'intéresser à l'énergie solaire. C'était juste après les chocs pétroliers. Et il y avait donc un grand programme qui s'appelait le PIRDES, Programme interdisciplinaire de recherche sur le développement de l'énergie solaire. Et ils avaient besoin d'analyse économique. Donc j'ai fait ma thèse dans ce qui était alors l'Institut économique et juridique de l'énergie sur l'évaluation économique des perspectives de l'énergie solaire en France. Ensuite, j'ai enseigné pendant 2 ans au titre de la coopération au Portugal, à l'Institut supérieur d'économie. Et quand je suis revenu, c'était en 81, le lendemain du deuxième choc pétrolier. Et à l'époque, les principales préoccupations étaient de savoir est-ce qu'on va enchaîner comme ça des séries de chocs pétroliers qui perturbaient, je dirais, l'économie française et l'économie mondiale. Et donc, ce qui s'appelait à l'époque le commissariat du plan, pardon, qui est aujourd'hui France Stratégie, le commissariat du plan avait lancé une série d'études sur l'économie internationale avec l'idée d'essayer de modéliser, de représenter, de faire une prospective modélisée de l'économie énergétique mondiale. Et donc, toujours dans le même centre de recherche, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un premier modèle de prospective énergétique pour étudier en gros les équilibres offre-demande sur les marchés pétroliers et pour essayer de répondre à la question est-ce qu'on va être dans une perspective cyclique de choc, on ne parlait pas encore à l'époque de contre-choc parce qu'il n'y en avait pas eu, mais est-ce qu'on va avoir des séries de chocs comme ça ou est-ce que le marché pétrolier va se stabiliser dans les prochaines années. Donc ça, c'était une première série d'études en modélisation énergétique internationale. Vers la fin des années 80, on avait donc dans mon labo cette expérience et émerge de manière de plus en plus affirmée la question du changement climatique. Et au CNRS en particulier, il y avait un certain nombre de responsables de la recherche qui s'interrogeaient sur le futur du système énergétique mondial en tenant compte de l'émergence de ce nouveau péril. Alors au plan scientifique, la question du changement climatique, elle a été découverte bien avant, puisque les premières publications scientifiques, c'était un chimiste suédois en 1896, donc c'était un siècle avant. Mais lui avait identifié la nature du problème, il voyait d'ailleurs le réchauffement plutôt comme un phénomène positif, et il n'avait pas non plus forcément, il avait bien identifié les ordres de grandeur. Par contre, pour lui, c'était quelque chose qui se poserait vraiment sur le très 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 long terme. Or, à la fin du XXe siècle, un siècle après, on commence à voir réémerger des travaux scientifiques sérieux de climatologues sur l'impact des consommations d'énergie et en particulier des énergies fossiles sur l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère et donc sur un processus de réchauffement climatique. Et c'est donc à ce moment-là que dans mon labo, on a décidé, le directeur m'a encouragé, je dirais, à reprendre les travaux de modélisation énergétique prospective qu'on avait déjà menés pour le commissariat du plan, de les reprendre à la lumière du problème du changement climatique et en particulier de soumettre des projets à la Commission européenne,
au début des années, fin des années 80, début des années 90, la Commission européenne avait lancé une série de programmes de recherche en économie et on pourrait dire en socio-économie, beaucoup fondés sur des modèles. En tout cas, il y avait une volonté d'avoir des approches un peu quantifiées dans ces domaines-là. Et en particulier, début des années 90, il y a eu finalement deux grands projets de recherche, en simplifiant un peu, soutenus par la Commission européenne. Il y avait un projet sur les coûts, ce qu'on appelle les coûts externes de la production d'électricité, qui s'appelait Externi, et qui visait là à essayer d'évaluer les coûts, les dommages environnementaux associés aux différents moyens de production d'électricité. Ça a mobilisé beaucoup de chercheurs pendant beaucoup d'années, de gros programmes de recherche, ça c'était d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait un gros programme aussi sur la modélisation énergétique, économique et énergétique. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai proposé à la Commission européenne de développer un nouveau modèle pour la prospective énergétique dans le contexte de l'analyse du changement climatique et en particulier des politiques qui devraient être mises en place pour essayer de limiter et les consommations d'énergie fossile et donc les émissions de gaz à effet de serre associées aux évolutions énergétiques. Et je peux dire que après, pendant près d'une vingtaine d'années, oui, même un peu plus, près d'un quart de siècle, j'ai travaillé sur cette question, essayer de développer des scénarios d'évolution du système énergétique mondial avec un modèle donc, qui s'appelle le modèle Paul. Donc développer des scénarios énergétiques et en appliquant une méthode qui est assez spécifique des méthodes en économie, c'est-à-dire on essaye d'évaluer des politiques. Donc il faut faire un scénario dit de référence sans les politiques. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Et en contrepoint de ce scénario, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas avoir les impacts négatifs du scénario, du laisser-faire en quelque sorte. Et donc ça c'est vraiment une démarche tout à fait caractéristique et les modèles de manière générale, parce que le mien n'était pas le seul disponible, il y a à l'échelle européenne, il y a je dirais une dizaine de modèles similaires, ils ne sont jamais tout à fait identiques, mais des modèles similaires. Quand vous dites modèle, oui. ça correspond à quoi pour vous? Un modèle, c'est un code de calcul qui s'appuie en général, qui s'appuie sur des données assez détaillées permettant la description du système tel qu'il est aujourd'hui. Et ce code de calcul permet en quelque sorte de projeter dans le futur l'évolution du système sous un certain nombre d'hypothèses exogènes, extérieures au modèle, et en particulier dans le cadre des travaux que j'ai développés dans ces années, c'était des hypothèses exogènes essentiellement sur la population des différentes régions du monde, puisque c'était un modèle mondial, hein, donc on a une description du monde en différentes régions, donc des hypothèses sur la population exogène, des hypothèses sur la croissance économique également, parce que c'est un élément très important pour apprécier la dynamique des consommations d'énergie, des hypothèses sur les ressources énergétiques, et notamment les ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon, parce que ça fait partie des contraintes, des contraintes du système, et enfin des hypothèses sur les technologies énergétiques et leur évolution. J'avais fait ma thèse sur l'énergie solaire en France, j'avais déjà perçu le fait que les technologies évoluent. Les technologies, c'est des dynamiques et les caractéristiques et les coûts d'une technologie au temps t ne sont pas les caractéristiques et les coûts de la même technologie au temps t plus 10, t plus 1. Par exemple, le photovoltaïque, c'est assez évident. Hein. C'était les débuts de l'énergie solaire photovoltaïque à l'époque, en 1975. Au moment de ma thèse. Et entre-temps, les technologies du photovoltaïque se sont développées de manière très significative avec des baisses de coûts très importantes au fur et à mesure qu'on installait et qu'on produisait de nouveaux types de panneaux. Donc un modèle, c'est un code de calcul qui prend un certain nombre d'hypothèses exogènes, croissance, population, etc., et ressources, technologies, et qui ensuite projette la dynamique d'évolution du système dans le futur. Le premier modèle que j'avais fait, c'était un modèle qui projetait à 10 ans.
Le modèle pôle est un modèle, quand on l'a développé, il projetait à 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, c'est un peu audacieux, mais on a des projections qui vont jusqu'à la fin du siècle, par exemple. Alors on sait que au-delà de 40 ans, ça devient quand même, il y a des incertitudes partout d'ailleurs, il y a même des incertitudes sur le court terme. Hein. Mais plus on va loin dans le futur et plus le champ des incertitudes s'étend. Cela fait beaucoup de scénarios du coup derrière. Alors en effet, on peut faire une infinité de scénarios en fait. Et pour vous, du coup, quel est le scénario le plus plausible qui va se passer ? Peut-être avant de répondre à la question, comment est-ce qu'on fabrique les scénarios, hein, comment est-ce qu'on fabrique les scénarios ? Eh bien, dans ce champ de la recherche, essentiellement, les scénarios se différencient par l'intensité des contraintes que l'on met sur les émissions de gaz à effet de serre. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait une dizaine de modèles en Europe. À l'échelle internationale, il y en a peut-être une trentaine, voire une cinquantaine de modèles. On appelle ça des modèles d'évaluation intégrée. C'est des modèles qui essayent de prendre en compte les questions économie, énergie, climat, pour simplifier. Et ces modèles d'évaluation intégrés, comme je l'indiquais, on leur fait produire un scénario de référence. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Et ensuite, progressivement, on renforce la contrainte d'émission de gaz à effet de serre. Dans les premiers scénarios qu'on a produits, on regardait des réductions de 30% des émissions, 20-30% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et de plus en plus, dans l'interaction avec nos collègues climatologues, on a dû prendre en compte le fait que ce ne serait pas assez et qu'il faudrait aller bien plus loin dans la contrainte d'émission. Et en particulier, pendant, je dirais, l'essentiel de ces travaux de modélisation, on avait des objectifs, en gros, de réduction des émissions mondiales de 50% en 2050 par rapport à aujourd'hui. C'était un peu en calage un peu grossier. On a beaucoup travaillé sur ces scénarios-là. Ce qui est nouveau dans les dernières années, c'est que on s'aperçoit que dans la mesure où la négociation internationale a fait émerger cet objectif de limiter le changement climatique à 2 degrés, moins de 2 degrés d'augmentation des températures moyennes par rapport à la situation pré-industrielle. Alors le pré-industriel, c'est en gros c'est le début du 19e siècle, avant l'utilisation du charbon, avant l'utilisation massive des énergies fossiles. Donc cet objectif de 2 degrés maximum d'augmentation des températures, on s'est aperçu qu'il impliquait probablement des actions encore plus ambitieuses que la division par 2 en 2050 et en particulier qu'il faudrait probablement arriver à avoir ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire le fait que les émissions de gaz à effet de serre résiduels doivent être compensées par ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire la capacité en particulier des sols, des forêts à absorber du carbone. Et donc, en gros, aujourd'hui, on est calé sur des objectifs qui sont, on appelle ça ZEN, d'ailleurs on fait des études actuellement sur un scénario ZEN pour la France, zéro émission nette. Zéro émission nette, ça veut dire qu'effectivement les émissions résiduelles sont compensées par les absorptions de CO2, en particulier par les systèmes biologiques. Donc on assiste dans le temps en quelque sorte à un renforcement de l'ambition des scénarios que l'on teste. Alors la question, je réponds à la question, quel est le plus probable ? C'est une question extraordinairement difficile parce que tout dépendra à la fois, je dirais, de la volonté politique des différents pays et des différents acteurs, et aussi, parce que la volonté politique c'est crucial, mais parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, il faut être capable de mettre en œuvre les politiques que l'on a décidées. Et ça, c'est une question qui aujourd'hui devient de plus en plus importante. Dans un certain nombre de cas, on a des politiques qui, je dirais, en parole, sont bien alignées finalement avec les objectifs globaux.
Après, il faut savoir comment se fait la mise en œuvre. Est-ce qu'effectivement, il y a les moyens nécessaires? Est-ce que les sociétés ne sont pas, je dirais, plus résistantes mais de tous les côtés? Ça peut être du côté des entreprises, mais ça peut être aussi du côté des consommateurs qui ont du mal à changer leur comportement de consommation d'énergie. Et voilà. Donc, alors, quel est le scénario le plus probable? Ça va dépendre précisément de la volonté affichée dans les politiques et de la capacité à mettre en œuvre ces politiques. Et du coup, vous êtes plutôt optimiste, vous, sur les 2 degrés? Je pense que sur le 2 degrés, je pense que c'est un bon objectif, c'est un bon point focal. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à l'atteindre? Je ne sais pas. En revanche, je sais que si on laisse dériver les objectifs, ça va être encore pire. C'est-à-dire que si on dit finalement on ne va pas faire 2 degrés, donc on va viser 2,5 ou 3 degrés, à ce moment-là on risque de dériver également. Donc je pense qu'il faut garder cette espèce de point focal et faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Donc de toute façon, il faut avoir ce qu'on appelle l'optimisme de l'action, c'est-à-dire penser que ce qu'on peut essayer de faire, de mettre en œuvre, va permettre d'améliorer la situation par rapport à ce qui se passerait si on ne faisait rien. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de la résistance des sociétés. Comment est-ce que vous mesurez dans votre modèle ça, l'acceptation des citoyens et des politiques? Alors, non. Alors, disons que les modèles, ce qu'ils permettent de faire, c'est d'essayer de mesurer quelle est l'intensité du signal qu'il faut mettre dans le système pour transformer les choses en quelque sorte. Et en particulier, tous les modèles économiques utilisent le concept de prix du carbone ou de valeur du carbone. Alors concrètement, ça pourrait être une taxe sur les émissions de CO2, mais ce n'est pas nécessairement une taxe, c'est un espèce de prix fictif où c'est un signal qui est introduit dans les sociétés et les économies pour modifier le cours des choses en quelque sorte. Et donc ce que permettent les modèles, c'est de regarder quelle est l'intensité de ce signal et comment il transforme les systèmes. C'est un peu comme si on avait, je prends souvent l'exemple d'une... Je ne sais pas si vous connaissez le sculpteur qui s'appelle César et qui prend des vieilles voitures à la casse et puis qui les compresse pour en réduire au maximum le volume. Et on peut regarder après comment la compression, à quoi ressemble la compression. D'une certaine mesure, c'est un peu ça ce qu'on regarde. C'est comment, quand on contraint les émissions, comment le système énergétique se transforme. Et du coup, les émissions, quand vous dites on les contraint, est-ce que vous prenez aussi en compte la production et le recyclage? Par exemple, pour les énergies renouvelables, on dit souvent que c'est énergie verte, elle ne pollue pas, mais on sait très bien qu'à la production, à la création, dans la recherche de terres rares, etc., il y a une pollution qui est énorme, une émission qui est énorme. Est-ce que vous réussissez à le prendre en compte dans votre modèle calcul ou c'est juste la production pure d'énergie? Non, ça fait partie des sujets qui ont été couverts, je dirais, très récemment. De notre côté, on n'a pas trop fait d'études sur ce sujet-là, mais il y a des chercheurs utilisant d'autres modèles qui récemment se sont vraiment appliqués à essayer d'intégrer ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, je pense que c'est ce à quoi vous faites référence, d'intégrer les analyses de cycle de vie ou de combiner les analyses de cycle de vie avec les fameux modèles intégrés que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ils essayent de faire en sorte de prendre en compte les conséquences de la production des équipements pour les énergies renouvelables en termes de besoins en acier, en ciment, en matériaux critiques, en métaux rares, etc., etc. Et donc ça c'est bien été identifié comme c'est un peu là, aujourd'hui c'est un peu les frontières de la recherche. Ça a été de mon point de vue une avancée importante parce que les analyses de cycle de vie, c'est toujours quelque chose à manier avec pas mal de prudence parce que c'est fondé sur des coefficients de consommation, de matière, d'énergie, associée à une technologie. Et je disais tout à l'heure qu'une technologie, c'est en quelque sorte, c'est un objet dynamique, ça évolue tout le temps. Et donc, quand on fait de l'analyse de cycle de vie en prenant des coefficients fixes,
on risque beaucoup de se tromper parce qu'on va mal estimer les consommations d'énergie de matières premières de chaque technologie, je dirais, dans son processus de développement. Or, ce qu'ont permis ces nouvelles recherches, en quelque sorte, c'est précisément d'éviter cela et de s'appuyer sur des jeux de coefficients dynamiques pour les nouvelles technologies de l'énergie. D'accord. Revenons au scénario. Un scénario qui est assez connu, c'est le scénario Négawatt. Oui. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il est atteignable? Là encore, ça dépend des politiques et de la capacité à mettre en œuvre ces politiques. Avec les politiques actuelles. Pour décrire un peu les choses, je m'appuierai sur... Après tous ces travaux de modélisation, j'ai participé à un projet de recherche international qui s'appelait Deep Decarbonization Pathways, qui veut dire les trajectoires de décarbonation profonde des systèmes énergétiques. Et dans ce projet de recherche, on avait bien identifié 3 moyens principaux pour obtenir cette décarbonation des systèmes énergétiques, donc le fait d'utiliser moins d'énergie fossile, voire zéro énergie fossile. Le premier, c'est l'efficacité énergétique, et on pourrait rajouter, c'est ce que fait Négawatt en particulier, la sobriété énergétique, c'est-à-dire essayer de réduire finalement les besoins en énergie. Ça c'est la sobriété. L'efficacité, c'est plutôt, pour un besoin donné, comment satisfaire ce besoin avec le moins d'énergie possible. C'est comme ça qu'on peut différencier sobriété et efficacité. Mais les deux ne sont pas exclusifs, évidemment, c'est plutôt complémentaire. Donc premier volet, sobriété et efficacité. Deuxième volet, c'est essayer de décarboner les différents vecteurs énergétiques. Alors c'est vrai que l'électricité est un bon candidat pour avoir un vecteur énergétique décarboné, parce qu'il y a une grande diversité de technologies qui permettent de produire de l'électricité sans carbone, en particulier les énergies renouvelables de toutes sortes, hydraulique qui est aujourd'hui la plus importante des énergies renouvelables électriques, mais évidemment éolien, solaire, la biomasse éventuellement, donc ça c'est les renouvelables. Deuxième catégorie d'options, le nucléaire, dont selon les sociétés, je dirais, le nucléaire est considéré comme une option que l'on peut retenir et que l'on peut utiliser pour avoir de l'électricité décarbonée. C'est pas toujours évident, y compris dans les pays comme la France qui ont une forte proportion de nucléaire, ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et puis il y a une dernière option qui est ce qu'on appelle la capture et séquestration du carbone, et dans ce cas-là, il s'agit plutôt d'utiliser une énergie carbonée, pour l'électricité plutôt, ou bien charbon ou bien gaz naturel, et de récupérer le CO2 qui est le sous-produit, le déchet. On peut dire que finalement le CO2 c'est le déchet de l'activité d'utilisation des énergies fossiles. Et donc là, c'est un déchet intrinsèque en quelque sorte. On ne peut pas faire en sorte quand on brûle quelque chose, il y a du carbone oxydé, du CO2 qui se dégage dans l'atmosphère. Et la seule chose qu'on puisse espérer faire éventuellement, c'est récupérer ce CO2 et ensuite aller l'injecter soit dans des nappes souterraines, soit dans d'anciens gisements d'hydrocarbures. Donc ça c'est le deuxième volet, donc enlever le carbone finalement des vecteurs énergétiques. Alors j'ai parlé de l'électricité, mais on parle de plus en plus aussi de produire du gaz, non pas du gaz fossile, enfin de produire et d'utiliser non pas du gaz fossile, mais du gaz d'origine biologique. Donc ça c'est tout ce qui est à la fois méthanisation, c'est-à-dire on fait fermenter des déchets et on produit du CH4, du méthane. Mais ça peut être aussi, et ça fait partie d'ailleurs, ça apparaît dans le scénario Négawatt, on peut aussi faire de la méthanation, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va produire de l'hydrogène, si possible avec des énergies renouvelables, par électrolyse, et cet hydrogène, ensuite, on va le recombiner avec du CO2 pour produire en gros du méthane de synthèse. Donc méthanisation par fermentation, méthanation par gaz de synthèse. Et donc on voit apparaître, y compris en France, l'ADEME a fait un scénario avec une hypothèse de 100% de gaz, de méthane d'origine biologique. Ça c'est le deuxième volet. Et enfin, le troisième volet de la décarbonation profonde, c'est comment faire en sorte, comment remplacer
au niveau des usages finals, les vecteurs énergétiques que l'on a aujourd'hui, par exemple l'essence ou les carburants, comment les remplacer par des vecteurs décarbonés. Et c'est là qu'apparaît... Alors, on peut utiliser du méthane d'origine biologique dans un véhicule, c'est une solution. Mais c'est vrai qu'actuellement, et c'est ce qu'on note de manière très significative, c'est les perspectives de développement des véhicules électriques, qui suppose en effet qu'on a une électricité qui n'est pas elle-même à fort contenu en CO2, parce que, alors on peut discuter après, parce que de toute façon le véhicule électrique est très efficace, hein, il permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques et de particules en ville, mais c'est vrai que son bilan est nettement moins favorable si effectivement l'électricité est produite avec des énergies fossiles. Donc ces trois volets, sobriété, efficacité, décarbonation des vecteurs et ce qu'on peut appeler transfert d'usage, c'est-à-dire on passe d'un véhicule à moteur combustion interne à un véhicule électrique. Ces trois volets, c'est vraiment les trois piliers essentiels de la décarbonation profonde. Alors, pour revenir à la question sur Négawatt, c'est une famille, on peut dire que c'est une famille de scénarios, parce qu'il y a toute une génération, plusieurs générations de scénarios Négawatt, mais il y a d'autres scénarios qui s'inspirent de la démarche Négawatt. C'est des scénarios qui mettent beaucoup l'accent sur la sobriété et l'efficacité. Et je pense que les questions qu'on peut se poser par rapport à ces scénarios, c'est est-ce qu'il sera possible, par exemple, dans le cas de la France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, elle fixe comme objectif de réduire de 50% la consommation d'énergie en 2050 par rapport à aujourd'hui. Là, on peut se poser la question, est-ce que ça va être possible ? Est-ce que ça va être possible de réduire de 50% la demande ? Alors Négawatt dit oui, techniquement, l'ADEME dit oui également aussi. L'ADEME met plus l'accent sur l'efficacité que sur la sobriété. Et vous dites quoi ? Et moi, je dis que ça ne va pas être évident. Franchement, je pense que ça ne va pas être évident d'obtenir cette réduction et je pense qu'il faut se préparer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, encore une fois, les politiques, de mon point de vue, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est tout le monde ne pense pas de cette manière-là. Mais je pense que les politiques, elles doivent être susceptibles d'évoluer dans le temps et en quelque sorte de jouer sur ce qu'on appelle les effets d'apprentissage, c'est-à-dire on peut viser on sait d'où on part, on sait à peu près où on veut arriver, en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre. En gros, il faut le plus tôt possible dans la deuxième moitié du siècle arriver à zéro émission nette, la démarche zen. Donc on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, on peut très bien fixer un cap au départ, mais il faut être prêt à bien observer ce qui se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et à ajuster la politique. Et donc je pense que la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est un bon cap, c'est peut-être un bon cap initial, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on arrive à tenir les objectifs en matière de réduction de la demande, auquel cas il faudrait sans doute avoir peut-être un autre équilibre entre réduire la consommation et assurer une offre décarbonée. Donc c'est une question de combinaison entre la réduction de la demande et la décarbonation de l'offre. Et je pense que c'est dans cet équilibre et dans la capacité qu'on va avoir à bien conduire la barque en quelque sorte. J'emploie souvent une métaphore de navigation, hein, puisque j'ai dit on sait le port de départ, on connaît le port d'arrivée. Entre-temps, effectivement, on sait qu'il va y avoir des courants contraires, des tempêtes, des éléments du bateau qui s'abîment, donc il faut ajuster le tir en quelque sorte. Donc c'est une navigation... Si on regarde à l'échelle plutôt mondiale, on se rend compte que l'évolution est plutôt, la tendance est plutôt à carboner la production, avec l'émergence, il y a beaucoup de charbon, de pétrole, à la consommation énergétique globale. Et du coup, vis-à-vis de ça, vous pensez qu'il pourrait y avoir un mouvement d'ensemble qui permettrait de décarboner Ça c'est vraiment l'objectif qui est retenu dans les grandes négociations internationales, et en particulier l'accord de Paris de 2015, hein, de décembre 2015. C'est l'affirmation d'une volonté collective de tous les pays du monde, pratiquement tous les pays, on pourra éventuellement reparler du cas particulier des États-Unis, mais donc c'est
C'est l'affirmation de la part de tous les pays de s'engager dans cette voie-là. Maintenant, encore une fois, il y a les paroles et il y a les actes. Ça, c'est encore et donc, est-ce que le mouvement est lancé? Ça, pour le coup, c'est encore difficile de le dire, même si on constate d'une part que il y a eu pendant la décennie, je dirais 98-2008, c'est-à-dire c'était une décennie de croissance extraordinairement rapide des pays émergents, et en particulier de la Chine. Là, on a eu véritablement, en effet, une envolée des consommations de charbon. Enfin, la consommation de charbon de la Chine a été multipliée presque par un facteur 2 sur cette décennie. Hein, donc, et puis, c'est des quantités massives. Donc, il y a eu pendant cette décennie-là un net, comme vous le disiez, une nette intensification, en quelque sorte, en carbone de l'approvisionnement énergétique mondial. Mais depuis, d'une part, les choses se sont ralenties, et y compris la Chine se retrouve aujourd'hui dans une situation où très probablement, elle ne pourra pas continuer à utiliser autant de charbon. Ne serait-ce que parce que ça lui pose des problèmes, alors non pas d'environnement global, non pas forcément des problèmes pour le climat, mais ça lui pose des problèmes d'environnement local. Je ne sais pas si vous avez été en Chine déjà, mais Pékin, vous y allez, ben voilà. Et bien je vous souhaite. Moi, ça a été, j'ai fait 3 ou 4 voyages à Pékin. J'ai eu 3 voyages sur 4. Il y avait eu un coup de vent qui avait nettoyé l'atmosphère. Mais le 4e, quand il n'y a pas effectivement de vent, c'est vraiment ce qu'on appelle une purée de pois, ou ce que les Anglais appelaient dans les années 50 le smog, un mélange de smoke, la fumée, et de fog, de brouillard. Donc c'est un brouillard de pollution en quelque sorte. Et là, c'est catastrophique et les conséquences pour la santé sont tout à fait désastreuses. Et les Chinois sont bien conscients de ce problème-là. Ça fait partie, pour l'Inde, c'est un peu la même chose. Hein. New Delhi est certainement une des villes les plus polluées du monde aujourd'hui, avec exactement du même type de phénomène. Et donc, ces grands pays émergents, ils s'aperçoivent du fait que ça pose quand même de très graves problèmes. Donc ça, c'est, je dirais, malheureusement, parce que c'est pas un phénomène positif, mais ça encourage les pays à s'engager dans de nouvelles voies. Donc la question de savoir, est-ce que vraiment on a changé de cours, hein, justement, quand je disais tout à l'heure des scénarios, comme dans le jargon on dit business as usual, hein, ou de laisser faire, hein, des scénarios de laisser faire, bon, est-ce qu'on a déjà des inflexions? C'est une question ouverte, mais on peut penser que oui, on a déjà divergé, je dirais, de la trajectoire, de la trajectoire du laisser-faire. Toute la question, c'est est-ce que ça va assez vite? Ça, c'est encore autre chose. D'accord, on va garder ce regard un petit peu macro mondial. Vous avez travaillé au GIEC, vous avez fait un prix Nobel collectif au GIEC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce qu'est le GIEC et votre travail là-dedans? Alors, le GIEC, c'est donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui rassemble des scientifiques de tous les pays. Alors quand j'y travaillais, le GIEC était structuré en 3 grands sujets, 3 grands chapitres. L'analyse du climat, donc ça c'était pas un chapitre, c'était plutôt un groupe de travail, voilà. Un groupe de travail sur l'analyse du climat, l'analyse des changements climatiques, où on va retrouver essentiellement des communautés de climatologues. Il y a à Grenoble, il y a un laboratoire qui est très renommé sur l'analyse des problèmes climatiques, mais il y en a aussi à Paris, évidemment, et dans d'autres villes et dans d'autres pays, mais on a de très bons climatologues à Grenoble. Ça, c'est le premier chapitre. Donc là, il s'agit de comprendre que se passe-t-il, comment le climat se transforme, comment il s'est transformé dans le passé, comment il se transforme aujourd'hui, et comment il peut se transformer pour différentes hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième groupe de travail est un groupe de travail sur les impacts du changement climatique, c'est-à-dire s'il y a du changement climatique, qu'est-ce que ça va changer dans les climats locaux et donc dans l'évolution des écosystèmes, que ce soit les écosystèmes naturels, les forêts,
l'ensemble des écosystèmes, ou les écosystèmes aussi artificialisés par l'action humaine. Qu'est-ce que ça va changer pour l'agriculture? Qu'est-ce que ça va changer pour les températures dans les villes, par exemple, les phénomènes d'îlots de chaleur urbaine, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième groupe de travail. Et il y a un troisième groupe de travail qui s'appelle en français l'atténuation, en anglais mitigation. Alors l'atténuation, c'est tout ce qui renvoie à la limitation même du phénomène, à la réduction du phénomène du changement climatique. Et de fait, dans ce troisième groupe de travail, on trouve, alors dans le deuxième groupe de travail, on trouve plutôt des agronomes, des spécialistes des écosystèmes, de la biodiversité, etc. Donc climatologues, agronomes, biodiversité, etc. Et le troisième groupe de travail, donc sur la question de l'atténuation, eh bien, on va trouver beaucoup d'économistes, de sociologues, de spécialistes de sciences humaines qui vont s'intéresser en effet aux politiques que l'on peut mettre en œuvre pour limiter le phénomène. Donc ça, c'est la structure de base du GIEC. Le GIEC a été créé en 89. Il a produit depuis toute une série de rapports. Le dernier disponible, c'est le 5e. Le 6e est en cours de fabrication. Et le GIEC a joué un rôle, je pense, extraordinairement important parce qu'il a créé finalement... D'abord, c'est une institution scientifique très originale, hein, parce que il n'y a pas une grosse machinerie bureaucratique, hein, la bureaucratie, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y a certaines institutions des Nations Unies, de l'ONU par exemple, qui sont des machines assez lourdes avec des fonctionnaires, etc. Le GIEC, c'est une structure très légère, c'est vraiment une structure très légère qui permet de faire travailler. Alors quand j'y étais, on était au total un millier de chercheurs impliqués. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être encore plus. Finalement, une des seules fonctions de l'administration du GIEC, c'est en grande partie de s'assurer qu'il y a une bonne participation des scientifiques des pays du Sud. Parce que les recherches qui sont menées dans le contexte du GIEC ne sont pas financées. Le GIEC a pour objectif de rassembler toute la recherche qui est produite sur les sujets pertinents. Alors pour les scientifiques des pays industrialisés, c'est assez facile, hein, c'est-à-dire que c'est leur métier principal, c'est de faire de la bonne recherche sur le climat, sur les écosystèmes, sur la modélisation économique. Il faut se débrouiller pour trouver du financement, mais après, donc, on fait des projets de recherche et on livre en quelque sorte les résultats de ces projets de recherche dans les groupes de travail du GIEC. Pour les scientifiques des pays en développement, c'est un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas forcément des sources de financement nationales. Et donc, une des principales fonctions de l'administration du GIEC, c'est de s'assurer que les scientifiques des pays du Sud, en développement ou pays émergents, ont la capacité, ont les moyens qui leur permettent de participer aux travaux du GIEC. Et donc, voilà, le GIEC, c'est avant tout une communauté scientifique qui est diverse, puisqu'on a vu qu'il y avait différentes disciplines impliquées, mais qui assied en quelque sorte la crédibilité du jugement scientifique sur les questions de changement climatique. Et je pense que l'existence du GIEC a été tout à fait essentielle et d'ailleurs, le GIEC a fonctionné en quelque sorte toujours en interaction avec le processus de négociation. On peut essayer de faire une histoire des politiques climatiques en mettant en face les différents rapports du GIEC d'un côté et de l'autre côté les grandes conférences internationales qui toujours se sont appuyées sur les travaux et sur les conclusions du GIEC. Le GIEC n'a pas pour fonction, ça s'est rappelé très souvent, de dicter les politiques, mais le GIEC a pour fonction d'informer les politiques. Voilà, on peut le dire comme ça. Et vous trouvez que les politiques écoutent les recommandations du GIEC ou c'est plutôt une écoute passive ou ça passe on revient toujours au problème. Hein. Je pense que petit à petit, en effet,
le GIEC a eu, comme on dit, l'oreille des politiques de plus en plus, hein. Même si les premières conférences internationales sur le climat, c'est la fin des années 80, donc ça fait maintenant 30 ans, hein, qu'il y a eu les premières conférences. Donc c'était un processus très long, un peu difficile, avec des avancées, des reculs, des retours en arrière, des voies différentes qui ont été prises. Mais oui, les politiques, globalement, écoutent le GIEC et formulent de plus en plus, je dirais, des orientations politiques qui sont conformes, non pas aux recommandations, puisqu'encore une fois, le GIEC ne fait pas de recommandations, il ne fait qu'informer les politiques, mais conformes aux enseignements que l'on peut tirer du GIEC. Après, c'est toujours la même chose, de la parole aux actes. Qu'est-ce qui est réellement mis en œuvre? On revient toujours à la même question. Et est-ce que le GIEC a aussi pour but d'informer les citoyens ou la société de manière plus générale? Oui, même si, et le GIEC a fait beaucoup d'efforts, parce que les rapports du GIEC, c'était des pavés de plus d'un millier de pages à chaque fois, et donc il y a tout un effort qui est mené pour faire des résumés. Alors il y a les résumés pour les décideurs, il y a des rapports de synthèse, etc. Donc il y a un gros effort. Le GIEC a été parfois critiqué parce qu'il conservait tout de même un mode de communication. Enfin, les rapports du GIEC sont effectivement pas faciles à comprendre. Mais ça, je dirais, c'est intrinsèque à la nature des problèmes que l'on traite, hein. Et c'est des problèmes extraordinairement complexes. C'est des problèmes, et ça les climato-sceptiques ont souvent à tort reproché au GIEC de gommer les incertitudes qu'il peut y avoir sur les différents phénomènes. Or c'est faux, parce que le GIEC met l'accent sur les incertitudes. Donc c'est des problèmes très complexes avec beaucoup d'incertitudes. Forcément, c'est pas évident de communiquer pour un public large sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que le GIEC a parfois été critiqué par le fait qu'il n'avait pas un langage qui permettait de se faire comprendre. Je pense c'est pas facile. Je sais pas si actuellement, s'il y a eu un effort particulier qui a été fait, hein. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que par contre, tout est disponible, hein. Donc tout est disponible sur le net, les rapports complets et les rapports de synthèse. Donc, mais ça ne garantit pas les choses. Moyennant quoi, la plupart des scientifiques qui participent au GIEC s'impliquent, je dirais personnellement, ça a été mon cas très très souvent, s'impliquent dans des processus de vulgarisation, au sens noble du terme, de vulgarisation autour des questions de climat, de politique climatique, etc. Donc c'est un chantier énorme, il y a un effort. Peut-être le GIEC devrait-il consacrer, avoir un objectif particulier de bonne communication pour un grand public, peut-être. Et du coup, est-ce que vous trouvez que la place, du coup on va parler plutôt énergie, est-ce que la place des énergies dans le débat public est assez présente? Ou au contraire, c'est plutôt un sujet un peu tabou, où on parle peu? Est-ce qu'il faudrait plus en parler, vous pensez, ou pas? En principe, là, en France, on est engagé actuellement, au moment même, hein, dans un processus qui précisément doit permettre de mettre sur la table les grandes options de la politique énergétique, hein, avec en particulier tous les débats. Il y a eu la semaine dernière un débat public à Grenoble autour de la question de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire le texte qui doit permettre d'identifier les objectifs concrets de développement des différentes capacités de production d'énergie. Vous pensez que la PPE, c'est pas un coup de communication, etc. Vous pensez que c'est vraiment une recherche avec les citoyens? Ou que derrière, alors, les décisions sont déjà prises? Est-ce que les décisions sont déjà prises? Non, je pense que les décisions ne sont pas encore prises. Dans quelle mesure est-ce que le processus de prise de décision prendra en compte le processus de débat citoyen qui est en cours? C'est une question qui reste ouverte. Mais je voudrais revenir tout de même, avant peut-être sur la PPE. C'est vrai qu'en France, il y a eu déjà en 2013, il y a eu un processus auquel j'ai participé pour l'élaboration des scénarios qui s'appelait le débat national sur la transition énergétique. Et c'était un processus très intéressant qui a mobilisé
plus d'une centaine de personnes. Il y avait aussi des groupes de citoyens, etc. Et au cours de ce débat... Alors ce débat, de manière assez surprenante, il a eu assez peu d'impact en termes de communication auprès du grand public, même s'il y avait une volonté de le faire, mais finalement ça n'a pas beaucoup embrayé, je dirais. Il y avait un débat national et puis il y a eu quand même beaucoup de débats locaux. Donc il y a eu effectivement une réflexion menée sur ces thèmes-là, mais ça n'a pas été... Pourquoi ça n'a pas embrayé? Pourquoi ça n'a pas fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le processus... Peut-être parce que l'accent a été mis sur un processus impliquant ce qu'on appelle les parties prenantes. En anglais, c'est un terme qui est bien connu, ça s'appelle les stakeholders, c'est-à-dire les différentes fractions de la société qui sont concernées par le débat. Et de fait, dans le débat national, il y a eu beaucoup d'accent. Il y avait 7 collèges représentant les syndicats, les ONG environnementales, les associations de consommateurs, les entreprises, etc. etc. Et donc l'accent a été beaucoup mis sur ce débat entre les parties prenantes au débat, mais plus peut-être qu'une large consultation publique. Alors la PPE et le débat public autour de la PPE va-t-il permettre de dépasser les limites de ce qui avait été fait à l'époque? C'est ce qu'on va voir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, on voit aussi apparaître, très dans le réseau étudiant et jeunes, un nouveau discours qui est le discours de l'effondrement, du déclin, etc. Quel est votre point de vue sur cette théorie? Est-ce que vous pensez que ça va se passer? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Pour l'instant. Vous avez dit, est-ce que vous y croyez? Donc, j'ai souvent l'impression qu'on est là dans des phénomènes, en effet, de croyance. Et dans le fait que c'est une vision du monde qui peut être fondée sur des analyses des dommages environnementaux et de la manière dont ces dommages peuvent être tellement importants qu'éventuellement, de fait, à un moment, le système va s'effondrer. Hein, c'est la théorie du collapse en anglais. Mon expérience, c'est que, en particulier, et pour moi c'est quelque chose de très important, sur la question, par exemple, de la raréfaction des matières premières énergétiques fossiles, depuis que je suis rentré dans le secteur, donc on a vu que ça fait assez longtemps maintenant, on parle en effet de ce qu'on appelle le pic pétrolier, le fait qu'on va manquer de pétrole et que par conséquent ça va être la guerre de tous contre tous pour avoir les derniers litres de pétrole qui seront disponibles sur la planète. Je dois dire que pendant longtemps, j'ai considéré cette vision comme très, très pertinente et la seule question que je posais, c'est comment va se faire ce pic pétrolier? Est-ce que ça va être un pic très pointu ou est-ce qu'au contraire, ça va être plutôt un plateau? Et bon, voilà, quelle va être la dynamique du phénomène? Mais je prenais cette vision très au sérieux. C'est vrai que quand on fait de la modélisation prospective, il faut prendre en compte les contraintes de ressources et on ne peut pas ignorer complètement ce phénomène-là. Maintenant, au cours de cette longue période où j'ai travaillé sur les questions énergétiques, j'ai vu plusieurs fois le même mécanisme en jeu, c'est-à-dire des moments où la demande de pétrole, mais ça peut être de n'importe quel produit, est très dynamique, elle augmente très rapidement, alors que l'offre, au contraire, a tendance plutôt à stagner ou elle augmente moins rapidement. Et dans ce cas-là, apparaissent des tensions sur les marchés, on peut avoir l'impression que le système va s'effondrer, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est là où interviennent les mécanismes économiques, c'est que le prix de la matière première en question, le pétrole ou toute autre matière première, augmente très rapidement. Ça a été les chocs pétroliers dans les années 70. Et quand le prix augmente, on s'aperçoit qu'un certain nombre de ressources énergétiques qui étaient considérées comme non productibles aux conditions économiques d'avant, on peut les produire maintenant. Quand le prix du baril est passé de $2 en 1972 à $11 en 1974, qu'est-ce qu'on a fait? Les pétroliers étaient prêts, hein, ils avaient toutes les technologies. Ça a été le grand moment de développement de la production offshore, donc des gisements plus coûteux à produire, mais qui devenaient rentables.
À tel point d'ailleurs qu'après le deuxième choc pétrolier, on était dans une situation inverse. C'était plus la demande qui était plus forte que l'offre, c'était l'offre qui était plus forte que la demande. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un ajustement à la baisse des prix, ça a été le contre-choc de l'année 85. Et ce mécanisme, on a pu le voir fonctionner plusieurs fois. Et la dernière fois, ça peut être avec les hydrocarbures non conventionnels, hein, les gaz de schiste d'abord aux États-Unis, mais aujourd'hui le pétrole de schiste, qui vont peut-être permettre aux États-Unis de redevenir le premier producteur pétrolier mondial, parce que avec les hausses de prix des années, quand j'ai évoqué tout à l'heure, c'était un peu les années folles des matières premières, hein, 98-2008. La Chine avait une croissance très rapide, elle consommait beaucoup de matières premières, et donc les prix se sont envolés. Et à ce moment-là, toutes les technologies qui étaient en train de se préparer autour des hydrocarbures non conventionnels, eh bien, il était possible de les mettre en œuvre. Et puis après, quand le prix se casse la figure, il faut reconnaître que les entreprises pétrolières sont très bonnes, ils ont beaucoup de moyens financiers, ils ont des bons ingénieurs, et à ce moment-là, ils font un effort de réduction des coûts, d'efficacité, et ils arrivent à produire les mêmes gisements avec un prix qui est 2 fois ou 3 fois plus faible que celui qui avait permis le lancement des nouveaux gisements. Ça, c'est un mécanisme que j'ai pu observer. Je pense qu'il a une valeur assez générale, et les spécialistes des matières premières considèrent qu'effectivement, c'est un peu la logique d'évolution des secteurs de matières premières, c'est-à-dire que c'est une course-poursuite entre les technologies et l'épuisement des ressources. Et jusqu'à maintenant, cette course-poursuite, elle s'est soldée certes par une mise en valeur de gisements de plus en plus difficiles, de plus en plus coûteux, avec des teneurs de plus en plus faibles pour ce qui est des minerais, mais jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Et juste pour citer l'ancien ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite au moment des chocs pétroliers justement, Zaki Yamani avait dit l'âge de pierre ne s'est pas terminé parce qu'on n'avait plus de pierre. Et il dit il en sera de même pour le pétrole. On ne produira jamais la dernière goutte de pétrole parce qu'on aura trouvé d'autres énergies et il y aura eu un remplacement. Donc c'est un vrai débat, c'est une vraie question, mais je pense qu'il faut regarder matière première par matière première, quel est l'état de la technologie, quel est l'état des ressources, etc. Je ne suis pas certain que la croyance dans un effondrement, je dirais, inéluctable, et quand c'est pas sur une matière première, ça va se reporter sur une autre, etc. Je ne suis pas certain que ce soit une vision des choses qui tiennent compte de la réalité du progrès technique et de l'état des ressources, finalement. Souvent, les personnes qui avancent ce scénario d'effondrement, etc., avancent à la fois du coup, le pic de production de pétrole, de charbon et gaz, pour nous en parler, mais aussi la combinaison avec le changement climatique, c'est-à-dire à la fois des effets sur l'agriculture, sur les migrations, etc., qui peuvent déstabiliser. Est-ce que vous pensez que la combinaison pic de production possible, ou pas possible, plus changement climatique, peut avoir ces conséquences-là ou pas? Justement, alors autant je pense qu'en effet le changement climatique peut avoir des impacts très graves. Est-ce que le changement climatique peut conduire à un effondrement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut avoir des conséquences très très graves et très perturbatrices, je dirais, comme sur les systèmes naturels, comme sur les systèmes humains ou sur les sociétés humaines. Mais précisément, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce danger-là. Il faut le prendre très au sérieux. Et c'est précisément le fait de prendre ce danger-là au sérieux qui va peut-être faire en sorte qu'on ne va jamais rencontrer le pic pétrolier, en tout cas pas le pic de raréfaction des ressources. Pour le dire en d'autres termes, au lieu d'avoir un peak oil de production, un pic pétrolier de production, on va avoir un pic pétrolier de demande. Ce n'est pas parce qu'on va manquer de pétrole, c'est parce qu'on va faire en sorte de consommer de moins en moins de pétrole et évidemment surtout de charbon. Donc ce n'est pas la raréfaction des ressources qui va être
si on peut dire, la contrainte contraignante, mais ça va être la demande et ça va être notre capacité précisément à restreindre notre consommation d'énergie fossile qui va faire en sorte que la consommation de ces énergies va plafonner et voire décroître. Donc c'est d'une certaine manière l'un ou l'autre. Donc une décroissance, un système économique qui sera du coup va changer, va se mettre sur la décroissance. Une décroissance des consommations d'énergie fossile et de matières premières critiques. Ce qui ne veut pas forcément dire une décroissance économique généralisée. Et juste pour terminer sur cette question de la raréfaction des ressources, donc plutôt un pic de demande qu'un pic d'offres. Et pour le dire encore une fois dans d'autres termes, je reprends les termes de Pierre-Noël Giraud qui dit avec l'énergie, on a un problème de déchets, mais on n'a pas un problème de ressources. Vous voyez, c'est pas ce qui rentre dans le système énergétique qui va être la contrainte. Ce qui va être la contrainte, c'est ce fameux déchet, le CO2, les gaz à effet de serre, qui sort du système énergétique. Donc ça change la perspective. Alors ensuite, la question de la décroissance, je pense que c'est l'enjeu majeur. Il y a déjà une décroissance il y a déjà un découplage de la consommation d'énergie et de la croissance du PIB. Puisqu'on a déjà ce qu'on appelle l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on consomme pour produire une unité de PIB, elle décroît de manière assez régulière, de l'ordre de 1,5% par an aujourd'hui. Et tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut accélérer ce découplage? Et est-ce qu'on peut même arriver à un découplage absolu, c'est-à-dire une situation dans laquelle on garderait peut-être un peu de croissance économique, pas une croissance à 5% ou 6%, mais une croissance économique, je dirais, sur un rythme raisonnable, et une stabilité, pas seulement une stabilité, c'est-à-dire une consommation zéro, par exemple, d'énergie fossile. Et je crois que l'enjeu, il est là. Et toute la question, c'est de savoir quelle est notre capacité à accélérer ce mouvement de découplage et à faire en sorte qu'il devienne presque complet, finalement, à la fin du processus. Donc, c'est là où on a ce débat sur à la fois croissance, décroissance, et couplage, découplage des consommations d'énergie et de matières premières et de PIB. Certains disent, historiquement, on s'aperçoit que c'est pas possible de découpler, donc finalement, si on veut limiter les consommations d'énergie, il y a une seule solution, c'est de limiter la croissance économique. C'est pas du tout ma vision. C'est pas du tout ma vision, et je pense qu'on peut même avancer l'idée presque un peu provocatrice, mais qui serait que la grande transformation qui est devant nous et qui est une transformation, je dirais, écologiquement soutenable, écologiquement durable, cette grande transformation, ça peut être aussi une occasion de renouveler les systèmes énergétiques. Donc ça peut être une opportunité de croissance, mais d'une croissance propre, d'une croissance durable, d'une croissance non consommatrice d'énergie fossile et non consommatrice de matières premières critiques. Ce qui renvoie aussi peut-être à qui renvoie à des concepts de type économie circulaire, par exemple, qui est vraiment un thème, je pense, très important, parce que c'est ce qui devrait permettre en effet de limiter un maximum la consommation d'énergie et de matières premières. On va aborder la dernière thématique, et puis à la fin on aura une petite question bonus en plus. La thématique, c'est sur les politiques de recherche et sur la responsabilité. En tant que chercheur, en tant que directeur de recherche, vous sentez-vous responsable, puisque vous avez la connaissance, vous avez le savoir, de diffuser le savoir? Est-ce que vous avez une responsabilité politique? Est-ce que vous pensez que les chercheurs et la communauté scientifique sont responsables politiquement? Absolument, absolument, mais
avec un certain nombre de précautions à prendre. C'est-à-dire que j'aurais tenté pendant toute ma vie de recherche, à la fois en effet de contribuer, on évoquait tout à l'heure la vulgarisation autour des questions énergie, climat, etc. J'aurais autant que faire se peut tenté de contribuer à cette information du public, tout en essayant de conserver je dirais une éthique scientifique, c'est-à-dire de m'en tenir à une analyse des faits et sans avoir une attitude militante, c'est-à-dire c'est un sujet qui est un peu difficile à aborder, mais je pense qu'une attitude militante, on a une vision un peu préconçue de ce qui devrait être, et puis d'une certaine manière, on fait tout pour pousser dans ce sens-là. Les ONG fonctionnent comme ça, et elles l'assument d'ailleurs, et c'est leur rôle, c'est tout à fait normal et souhaitable, je dirais même qu'elles fonctionnent comme ça. Pour un chercheur, les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'on est obligé aussi de s'en tenir au fait, d'essayer, quand c'est possible, quand c'est utile, de quantifier les différents phénomènes, de respecter la rigueur du calcul, en quelque sorte, la rigueur de l'observation, la rigueur du calcul, et de ne pas masquer les difficultés. Et par conséquent, moi j'aurais essayé modestement, je dirais, à la fois de contribuer à l'information du public et en même temps de conserver une éthique scientifique rigoureuse, c'est-à-dire de m'en tenir aux faits, aux analyses, aux outils, aux enseignements des outils de la recherche, en particulier la modélisation. Et je pense que c'est l'attitude de la plupart des scientifiques, c'est l'attitude de manière très générale de tous les participants au GIEC, dont on parlait tout à l'heure. Du coup, c'est pas un peu frustrant pour vous de connaître un petit peu tout ça et d'avoir un discours neutre Non, pas du tout. Non, je me suis habitué à cette situation. Non, au contraire, je trouve que ça, y compris, je dirais, ça permet d'apporter une contribution originale. Voilà. On peut dire comme ça, hein. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est à la fois d'avoir une action. Moi, je dirais que la liberté du chercheur, elle peut s'exprimer dans le choix des sujets de recherche. C'est-à-dire qu'on peut décider de travailler sur tel type de problème, je ne sais pas, sur la finance à grande vitesse par exemple, ou bien sur le développement durable à très long terme. Et ça, c'est un choix. Le chercheur, je pense, doit être libre de faire cela. Une fois qu'il a fait ce choix-là, je pense qu'après, il est tenu par, en quelque sorte, la rigueur scientifique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, quand on s'intéresse au développement durable, je vous ai dit que j'étais arrivé très tôt à ces questions de développement durable sous l'influence bénéfique d'Ignacy Sachs, quand on se travaille dans ce domaine-là, après, il faut, je dirais, être honnête, respecter les faits, respecter les méthodes scientifiques et être le plus rigoureux possible. Donc, ce n'est pas forcément frustrant. Et encore une fois, je pense que c'est ça la contribution originale des chercheurs. D'accord. On arrive à la fin de l'interview. Et à chaque fin d'interview, on a la question des enfants. Donc, on a un partenariat 2 écoles primaires et un lycée qui vont vous poser une question directement. Donc, aujourd'hui, c'est Lucas qui vient de Mirabel-Blacon, petit village dans la Drôme, qui est en CM2. Et il vous pose la question suivante. Le but, c'est de répondre comme si vous répondiez à Lucas, donc en vulgarisant. Donc, combien de temps met-on pour démonter une centrale et combien ça coûte? Centrale, je pense que ça peut être centrale nucléaire, mais aussi centrale thermique, etc. Si vous avez les chiffres, c'est son attente. C'est pas du tout la même chose entre une centrale nucléaire et une centrale conventionnelle. Une centrale conventionnelle, ça peut prendre quelques années, mais ça ne va pas dépasser, je dirais, quelque chose comme 5 ans ou 10 ans. Une centrale nucléaire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et à vrai dire, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre, parce que ça va dépendre, y compris de chaque centrale. Il y a à l'intérieur des centrales nucléaires qui ont fonctionné pendant de nombreuses années des matériaux irradiés qu'on ne peut pas manipuler, je dirais, sans les plus extrêmes précautions. Et en particulier, une des raisons pour lesquelles on ne sait pas très bien combien de temps ça va prendre, c'est le fait que certains disent il faut démanteler rapidement parce que comme ça, on va bénéficier de l'expérience des gens qui ont travaillé dans la centrale.
Et d'autres disent, ben non, il vaut mieux attendre, comme ça les produits radioactifs vont en quelque sorte se calmer, se refroidir, et ce sera plus facile après. Et je ne suis pas certain que même au niveau de la haute direction d'EDF, il y ait une doctrine vraiment définitive sur ce sujet-là. Donc ça fait partie des grands points d'interrogation qui sont associés à l'exploitation et à la fin de vie des centrales nucléaires. Et au niveau du coût, vous avez un petit peu l'ordre Au niveau du coût, les estimations varient beaucoup. On dit que c'est une fraction. Parmi les chiffres qui font consensus parmi les spécialistes du nucléaire, on dit que c'est à peu près l'équivalent d'un quart du coût de construction. Mais après, précisément, ça va dépendre beaucoup de savoir si vous le faites tout de suite ou si vous attendez longtemps. Et plus vous allez vouloir le faire rapidement, plus ça va vous coûter cher. Mais donc, encore une fois, point d'interrogation. D'accord, merci beaucoup, monsieur Mais de rien.